Bonsoir à tous Oui, et merci. On a plus d'un millier de personnes qui ont indiqué qu'ils souhaitaient participer. Vous êtes un peu plus d'une centaine déjà en ligne et à vous. Oula, bien plus que ça. On est presque à 230 déjà et il y a déjà 105 interactions sur le chat. Je vois que c'est chaud. Alors, ce qui est très intéressant ce soir, c'est qu'on a plein de gens, même hors de France. On a plus de 75 personnes de Belgique. J'ai vu qu'il y a près d'une soixantaine de personnes des États-Unis. Alors, c'est peut-être des Français des États-Unis ou des Américains qui sont francophones, c'est super. Des Canadiens, des gens d'Afrique, de plein de régions du monde. Donc, c'est cool. Donc, bonsoir à tous et merci d'être si nombreux et de nous rejoindre ce soir. Alors, elle va se présenter dans quelques instants, mais j'ai l'honneur ce soir d'accueillir Agnès. Son nom complet, c'est Agnieszka Odrobinska. Et Agnès est directrice artistique du magazine Open Eye, mais elle va aussi nous parler de son activité en tant que designer, de l'importance, comme vous l'avez compris, de la couleur dans le domaine du design graphique. Et voilà, il y a plein de gens de Belgique qui nous font des petits coucous. Salut, les amis. Et je vais simplement rappeler les règles de notre webinaire. Donc, on est dans un webinaire où moi, je vous invite à être d'abord chaleureux entre vous, bienveillant. Vous n'êtes pas obligé d'être complaisant, hein, c'est pas le débat, mais bienveillant. Sous-entendu, dans le chat, qui est un open chat, donc tout le monde peut s'y exprimer. On vous invite quand même à plutôt indiquer ce qui vous plaît, éventuellement des pistes de progression. Si vous avez des commentaires un petit peu plus, je dirais, un peu moins constructifs, eh ben, vous les gardez pour vous, vous les diffusez pas sur le chat, c'est plus sympa. S'il y a des personnes qui sont un peu trop agressives, c'est moi le modérateur et je m'autoriserai à exclure ces personnes. Bon, ça arrive peu souvent, mais ça arrive de temps en temps. Voilà, je préfère le prévenir. Comment ça se passe? Pendant 35 minutes, Agnès va présenter tout ce qu'elle nous a préparé ce soir et vous verrez qu'il y a pas mal de choses, visuelles, des idées, un petit peu de recherche, c'est sympa. On fera une toute petite page de pub parce que c'est un webinaire qui est sponsorisé par BenQ. Donc, je vous révélerai quelques offres spéciales qui sont proposées par notre partenaire Digit Photo, qui est le partenaire de ce soir. Et ensuite, on passera à la session questions-réponses jusqu'à à peu près 19h30. Moi, je vais laisser la place à Agnès, qui va se présenter et lancer sa présentation. Agnès, le micro et la scène sont à toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Merci Hervé pour ton introduction et donc je vais me présenter rapidement. Je suis photographe et graphiste de profession et je travaille depuis maintenant 15 ans dans la conception graphique, principalement sur les projets digitaux et j'ai accompagné récemment OpenEye dans leur transformation digitale. J'enseigne également dans les écoles la conception graphique et aussi la méthodologie UX/UI design. Donc, avant de commencer toute chose, j'aimerais bien remercier BenQ qui m'a gentiment envoyé le moniteur PD2705U pour le tester. Et donc, c'est un écran de 27 pouces, 4K, avec la dalle IPS. Ah, je vais partager mon écran pour le voir. Peut-être ça va être un peu mieux. Hop là, voilà. Voilà ce petit bijou que vous voyez sur l'écran. Et donc c'est un écran 27 pouces 4K, comme je disais, avec la dalle IPS, couvrant largement l'espace couleur sRGB. Et donc, j'ai beaucoup apprécié la finition semi-mat. Donc, elle limite les reflets sans ternir les couleurs. Et donc, la définition 4K apporte une précision très appréciable, notamment pour le travail sur le détail, la typographie.
Je le trouve très confortable dans l'utilisation. En tout cas, je l'ai monté très rapidement. Donc, pied ergonomique. Et j'apprécie aussi l'uniformité de luminosité et la justesse de couleur. Voilà, donc pour résumer, c'est un écran très équilibré, parfaitement adapté à un travail des graphies, des travail graphique polyvalent. Et donc voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet oh, j'ai perdu ma fenêtre. Je reviens tout de suite. Non, on affiche l'importance des couleurs en design graphique, là, tout est bon. Hein. Non, tout va bien. Je fais juste un petit test. OK. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de sujets voilà, qui touchent à la fois l'art, la perception visuelle et la stratégie, donc l'importance des couleurs en conception graphique. Et objectif, c'est de comprendre comment les couleurs racontent une histoire, influencent une émotion et structurent identité visuelle. Donc, pour commencer, je vais vous proposer un petit exercice pour que vous puissiez peut-être entrer vite dans le sujet. Donc, je vous propose tout d'abord une affiche Coffee Shop en niveau de grille. Donc, vous voyez le titre, la tasse, la composition, ce n'est qu'une forme. Et j'aimerais que vous preniez une seconde pour imaginer quel message aimeriez-vous exprimer via cette affiche. Quel type de café voudriez-vous boire ou voilà. Donc maintenant, imaginons qu'on doive lui donner une ambiance colorée. Je vous laisserai regarder 3 propositions que j'ai préparées et ensuite vous allez pouvoir voter et choisir l'une des versions qui vous paraît plus adaptée à votre goût et votre envie. Donc la première, elle est très rouge, assez forte, contrastée. Une deuxième, elle est beaucoup plus calme, mais assez énergique et équilibrée. Et la troisième version, pour laquelle vous pouvez voter aussi, c'est la beige brun, assez chaleureuse, qui rappelle bien le côté café. Donc, je vous laisse prendre et puis voter sur le choix que vous aimeriez choisir. Et donc, je ne vois pas pour l'instant les résultats. C'est lancé. J'ai proposé un petit quiz tout simple sur lequel vous pouvez vous exprimer. Là, il y a déjà plus d'une quinzaine. Oh là, ça y est. D'accord, merci Hervé. Pas de souci. Donc, c'est voilà votre choix. Rose et rouge, j'adore. Bleu clair et orange doré, c'est le style orange and teal. Le côté beige et brun qui va rappeler le café, le côté chaud et classique. Ou alors peut-être que vous aimiez mieux le noir et blanc. Donc, en fait, laquelle correspond au mieux à l'ambiance d'un lieu où l'on veut déguster un café? On pourrait se poser cette question. Et donc, en réalité, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Cet exemple que je vous ai montré présente en fait dit que la couleur ne se limite pas à décorer une forme ou renforcer le sens. Elle renforce le sens, crée en fait une émotion et guide notre interprétation. Donc parfois même qu'on en soit conscient. Et donc
Je vois toujours pas des résultats, mais ce n'est pas grave. On peut... Je vais les partager, hein, un petit Oui, instant. oui, oui. C'est en train, puisque là, c'est terminé. Je vais afficher les résultats. Et donc, est-ce que tu les vois? Sinon, si tu cliques sur l'onglet Interaction, tu devrais voir les pourcentages. Interaction, Yes. Alors, le rouge, ah, il est trop fort, le rouge. 3%, donc les bleus clairs montent un petit peu, donc 31%. 66% pour le beige et brun, donc assez classique. Donc en fait, oui, vous venez d'avoir une réaction émotionnelle, donc cet exercice a eu pour but effectivement montrer que la couleur a un impact psychologique sur le choix de l'affiche. Et donc allant plus loin, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à la base et qu'on se pose la question qu'est-ce qu'une couleur et en fait, contrairement à ce qu'on croit souvent, les objets n'ont pas de couleur. Donc la couleur est une sensation de notre cerveau créée quand nos yeux reçoivent de la lumière. La lumière du soleil est exposée de plusieurs ondes, chaque correspondant a une longueur d'onde différente. Et les objets donc absorbent certaines ondes et renvoient d'autres. Donc de cette façon, justement, on voit notre cerveau peut interpréter les ondes comme les sensations de couleur. Et Isaac Newton, j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière, au XVIIe siècle, démontre la lumière blanche peut être décomposée en un spectre coloré grâce à un prisme. Donc, il pose les bases de la colorimétrie et de la manière dont les couleurs interagissent. Donc, la roue colorimétrique, c'est un outil indispensable qui nous aide à organiser les couleurs, montre leurs relations. Donc, on a des couleurs primaires, RVB ou CMJN, dont je parlerai un petit peu plus tard. Les secondaires, qui sont des mélanges de primaires, et tertiaires, donc mélange d'une primaire et d'une secondaire. Donc, cet outil de base du designer aide à comprendre les harmonies et les contrastes et la cohérence d'une palette. Moi, je vous ai préparé un petit roux comme ça. Voilà, j'en ai quelques-uns, des plus grands, des plus petits. En tout cas, je pense que vous les connaissez. C'est très utile de s'en appuyer et de en tout cas, au départ de notre travail de graphiste, de s'appuyer sur quelque chose qui est déjà posé et approuvé. Allons plus loin, donc je parlais brièvement de RVB, CMJN, donc c'est deux systèmes qui coexistent aujourd'hui, et RVB, donc rouge, vert, bleu, pour la lumière. Donc pour les écrans, c'est un système de couleurs additifs. Ce qu'il faut retenir, c'est juste qu'en ajoutant de la lumière, en superposant les trois couleurs de base primaire, rouge, vert et bleu, on obtiendra la couleur blanche. Et le contraire, CMJN, le système de couleurs soustractif, en mélangeant ces trois couleurs de base, cyan, magenta, jaune, on obtiendra la couleur plus foncée, pas tout de suite noire. Le noir, il a été ajouté un petit peu plus tard
pour éviter la longueur de séchage, parce que là, on parle d'un système qui nous permet d'imprimer les couleurs, donc superposition des encres n'est jamais pratique, et parfois beaucoup d'encre peut provoquer le séchage très lent ou les bavures d'encre sur les impressions. Donc ce noir, la couleur clé nous permet d'imprimer de façon assez efficace la typographie, les textes et les contours. Ok. Et donc, plus loin, parlons des émotions des couleurs, qui est un langage émotionnel stratégique. La couleur n'est jamais neutre, elle parle directement à nos émotions avant même que nous ayons le temps d'analyser une image. Je pense que cet premier exercice que je vous ai montré, ça vous a éveillé un petit peu votre sensibilité sur la couleur. Vous avez complètement rejeté le rouge, par exemple. En design graphique, comprendre ce langage invisible permet de guider l'attention, influencer l'humour et de renforcer un message visuel. Et donc, chaque couleur active une réponse émotionnelle. Donc, je pense que tout le monde s'appuie sur cette base, et peut-être parfois on n'y croit plus. Mais c'est très intéressant de quand même les comprendre, et plus loin dans mon exposé, je vous donnerai quelques exemples qui prouvent que ces couleurs, effectivement, ce ne sont pas des schémas à éviter, à plutôt prendre en compte. Donc le rouge, synonyme de passion, urgence, parfois le danger. Orange, très énergique. C'est une couleur assez optimiste et enthousiaste. Jaune, lumière positive. Vert, nature, équilibre, et parfois la croissance aussi. Bleu évoque la confiance, le calme. Violet, synonyme de la créativité et le mystère. Très souvent utilisé aussi dans le luxe. Donc ces réactions viennent à la fois de notre biologie et aussi de notre culture. Donc dans les années donc ce ne sont pas juste des symboles, comme je disais tout à l'heure. Dans les années 1970, deux chercheurs, Jacobs et Hustmeyer, mesurent l'impact physiologique sur des couleurs sur notre corps. Donc le rouge accélère le rythme cardiaque. Plusieurs personnes enfermées dans un endroit rempli de rouge, on a constaté que leur rythme cardiaque accélère, et le contraire, le bleu, détend. C'est l'une des premières preuves scientifiques que la couleur influence réellement notre corps. Et d'autres études ont montré aussi que le rouge fait paraître le temps plus court, et le bleu l'allonge. En publicité, donc en signalétique ou en UX design, ces détails deviennent un outil stratégique. Et donc, pour aller tout petit peu plus loin, voilà, il y a une seule couleur. On peut aussi changer d'émotion. Une teinte saturée paraît plus énergique. Ce jaune de 30%, d'opacité, il est beaucoup moins agressif que ce jaune à 100%. La même teinte désaturée donc devient beaucoup plus douce.
Les couleurs chaudes aussi stimulent, les couleurs froides aussi apaisent. Donc les palettes, on peut créer des ambiances beaucoup plus calmes, désaturées, assez apaisantes et dynamiques qui pétillent un peu plus et attirent l'attention. Donc tout ça, ces petites variations provoquent des émotions complètement différentes. Et sur ces 2 slides, voilà, si on voudrait décorer la chambre pour un bébé, je pense que tout le monde choisirait les couleurs plus apaisantes que une palette dynamique qui réveille nos sens. Et puis donc, voilà, je voudrais revenir sur Johannes Itten aussi, une figure assez importante dans l'art et dans la perception de couleurs. Donc, bien avant les neurosciences, les artistes avaient déjà compris que la couleur touche nos émotions avant même que notre rationalité se met en marche. Donc, Johannes Itten, professeur au Bauhaus, considérait la couleur comme une énergie vivante. Il identifie donc 7 contrastes, je les ai marqués sur mon slide. Je ne vais pas entrer dans les détails sur chaque, mais voilà, ce sont quelque part les règles d'artistes, pas forcément même, mais ce sont plutôt des outils pour créer des ambiances, une hiérarchie et un rythme visuel. Donc mon préféré, je voulais juste faire un petit clin d'œil sur contraste des quantités. Et donc, si on s'amuse à regarder cet écran vert pendant quelques secondes, je vous invite à le faire. Vous n'avez pas le choix, en fait. Et vous allez fermer les yeux. Votre œil va essayer de temporiser cette couleur verte en créant une couleur complémentaire. C'est étrange, mais c'est comme ça que notre œil fonctionne. Donc, lorsque le contraste de quantité est très prononcé, par exemple sur ce slide, le rouge, même s'il est un peu présent, paraît plus puissant qu'il ne l'est en réalité. J'aime beaucoup cet exemple. Voilà. Allons plus loin. La couleur est aussi un langage culturel. Donc, nos émotions ne sont pas universelles. Et d'après la linguiste Annie Morland-Defour, chaque couleur porte une histoire, un symbole, une mémoire collective. Et par exemple, le rouge, qui représente danger en Occident, pardon, porte de la chance en Chine, par exemple. Le bleu, aujourd'hui, couleur préférée en Europe, ne l'était pas au Moyen-Âge. En Occident, le blanc est le mariage, synonyme de mariage, et en Chine, c'est plus la mort, des événements assez tristes, donc c'est vraiment le contraire. En France, le jaune, c'est plutôt la joie, et en Égypte, par exemple, signifie le deuil. Donc, la couleur est un langage social avant qu'un langage visuel. Et donc, en me promenant à Paris, cette publicité, enfin, avant d'évoquer ma petite trouvaille sur Paris, voilà cet exemple de couleur rouge, palette rouge utilisée par plusieurs enseignes. C'est une couleur qui, quand même, marque notre esprit,
je pourrais dire, elle peut être utilisée comme Lego le fait pour les jeux, pour les publicités. Enfin, c'est une couleur qui marque en tout cas et qui reste gravée dans nos mémoires. Donc, dans l'expérience UX Design, par exemple, les CTA rouges ont une utilité assez importante. En tout cas, il faudrait, pendant les soldes, pendant des actions de promotion, le CTA rouge, il est assez cliquable. Donc, un outil, encore une fois, stratégique. Et donc, dont je voulais vous parler, la semelle rouge de Louboutin évoque en Occident peut-être la séduction et l'audace, mais en Chine, elle exprime plutôt le prestige, la réussite sociale et l'élégance plutôt discrète. Donc, même couleur, même objet, mais des émotions différentes, façonnées par la culture. Plus loin, quelques exemples de couleurs de palette verte. Donc, encore une fois, le vert, il est assez intéressant à utiliser. On peut l'utiliser dans beaucoup de secteurs, pas forcément dans la nature et dans la technologie. Un peu plus foncé, il est beaucoup plus distingué, je dirais. Donc, conséquence pour le design, choisir une couleur, ce n'est jamais juste faire joli. C'est une décision stratégique. Le designer doit considérer l'émotion biologique, l'intensité de la nuance, la culture du public également. Donc, étudier vos cibles, c'est très important. L'équilibre avec les autres teintes. Et maintenant, allons plus loin, parlons de la palette. Donc, comment composer une harmonie grâce à une palette. Donc, la palette est la base, la base de votre univers visuel. Et donc, on peut distinguer plusieurs palettes. Monochrome, elle est assez simple dans l'utilisation. On va utiliser une simple teinte, minimaliste, sobre. Donc, en ajoutant du blanc ou du noir, on renforce la couleur ou on l'éteint légèrement, on l'éclaircit. La complémentaire donne beaucoup plus d'énergie. Donc, dans la roue colorimétrique, c'est la couleur principale qui est accompagnée, elle est à l'opposé en fait de la couleur principale, la couleur complémentaire. Elle crée une contraste très forte et peut dynamiser votre communication, votre maquette, votre composition. Ensuite, on peut parler des palettes analogues. Analogues, elles sont très douces, assez cohérentes. Donc, les couleurs sont placées côte à côte sur la roue colorimétrique. Ne pas confondre avec la monochrome. Ça peut avoir même un petit peu le même aspect, mais ce n'est pas vraiment la même utilité. Ensuite, la triadique. Donc, elle peut être équilibre, mais assez vigoureuse, je dirais. On peut créer une belle hiérarchie et trouver un bon équilibre. En tout cas, 3 couleurs
je pense que c'est déjà pas mal pour raconter une histoire. Maintenant, j'aimerais bien je voudrais vous montrer en fait quelques outils sur le web, mais là je dois switcher mes fenêtres. Hop. Voilà. Et donc sur le web, nous avons plusieurs, vous voyez bien, oui. Plusieurs outils, donc plusieurs sites où vous pouvez vous amuser à créer vos ambiances et vos palettes. Par exemple, Adobe Color, il propose la simulation de plusieurs palettes, monochrome, triade, ou voilà, vous avez plusieurs, je n'ai pas parlé des carrés. Et ensuite, ce qui est intéressant, ici, vous pouvez par exemple ajouter une image. Je vais changer, je vais prendre la roue colorimétrique. Et ensuite, l'outil va vous proposer tout de suite des couleurs, donc une palette. Je vous laisse vous amuser avec cet outil. Ce qui est intéressant, très intéressant ici, c'est de pouvoir vérifier si votre composition, vos couleurs sont visibles par tout le monde et portent de bons contrastes. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours la possibilité de les ajuster ou complètement changer de teinte si cela est nécessaire. C'est très utile pour éviter des communications assez trop contrastées, comme disait Iten justement, que notre œil cherche un certain équilibre et une certaine stabilité. Voilà, nous, on a des outils pour justement éviter ce genre de problématiques et rendre notre communication bien visible. On a aussi un outil qui nous traduit aussi la palette vue par des personnes qui ont des problèmes de vue. Voilà, donc on peut toujours, ce qui est intéressant, c'est de voir sur cette proposition si les contrastes sont toujours bien visibles et que par exemple deux teintes ne s'approchent pas trop pour avoir une bonne différence. Un autre outil, c'est... Je vais rafraîchir la page pour une meilleure... Voilà. OK. Donc, ça s'affiche très bien. On peut ici aussi changer des couleurs, changer de la saturation aussi. Il nous propose aussi d'autres palettes, triade également. Vous pouvez exporter du détail. Donc, vous avez plus de détails. Je vous laisse vous amuser avec cet outil. C'est assez sympa, assez utile. Voilà. Donc, les exports peuvent se faire en CSS aussi, également. SVG, PNG. Donc, n'hésitez pas à les utiliser et tester. Pigment, donc c'est cette troisième proposition, ma dernière découverte. J'adore ce site, mais il est plutôt pour travailler les complémentaires. Et ici, vous avez plein de possibilités. Par exemple, plus d'actions. Si vous cherchez, vous pouvez aussi travailler vos fondus. Tout ça, ce sont des outils gratuits, Agnès, hein, on est bien d'accord? Oui, bien sûr. Okay. Ce sont des outils gratuits, il n'y a pas de souci, vous pouvez les utiliser librement. Puis, par exemple, aussi, on peut faire des recherches si vous avez, par exemple, à mettre en place un bike, un vélo.
et vous voudrez changer les couleurs. Donc, il vous propose en fait, il faut tester, il faut s'amuser. Si vous avez une communication rapidement à mettre en place, c'est là où vous trouverez des ressources de façon simple et efficace. Donc voilà, pour revenir à mon slide principal. J'en étais là. Hop. Donc les monochromes, triadiques, tout ça. Et puis voilà, donc allons plus loin. Donc voilà. Hop là. Donc comme disait Iten, donc trop de calme, c'est un peu fade, trop d'énergie, ça peut devenir agressive. Donc pour construire une palette solide, je vous conseille de penser à 4 principes. Donc il faut imaginer cette couleur dominante. Il faut penser à la secondaire qui donne certain équilibre à vos compositions. L'accent qui incite à une action, donc aussi ça peut être un guide de votre l'œil, de votre lecture. Et le neutre apaise un petit peu et donne de la respiration. Donc, je vous ai préparé aussi une proposition basée sur les choix de couleurs que j'ai faites. Donc, la dominante, c'est une couleur grise assez foncée. Secondaire, gris clair. Accent assez dynamique, le vert. Et le neutre, c'est un gris très clair. Et j'ai construit une mini page web pour vous montrer comment par exemple, la dominante peut cohabiter avec un accent et en même temps être son guide. J'aimerais bien vous montrer aussi la façon dont on peut travailler des saturations, ce qui peut rendre la page grise assez agréable à voir. Mais une petite astuce pour travailler les saturations. Donc, on va ouvrir la palette. Je suis sur le logiciel Figma, mais de même façon, on peut le faire sur Photoshop et travailler les mêmes saturations aussi sur Illustrator. Ici, on a l'accès à... Voilà, donc je ouvre ma petite palette. sRGB, RGB, j'ai plusieurs options. Et donc je choisis le mode HLS. HLS qui est là pour l'instant vraiment, nous sommes dans le gris. Je vous rappelle que Huge Saturation Lightness de l'anglais signifie teinte, intensité de couleur et luminosité en français. C'est ça, c'est HSL en anglais pour Hue Saturation Lightness, et en français c'est TSL, teinte, saturation, luminance. C'est la même chose. Hein. Oui, oui, c'est la même chose, mais en fait ça se dit différemment. Et donc en fait, je vais légèrement augmenter la deuxième valeur en montant. Là, je suis sur les rouges. En fait, ici, on peut changer de spectre et de se déplacer vers les verts, vers les bleus. Ici, je reste pour l'instant sur les rouges. Je vais contraster avec mon vert. Je vais rester dans les tons assez chauds. Je valide et je vais préparer une deuxième version pour que vous puissiez voir la différence aussi.
Je me remets sur le mode de saturation. Je vais choisir maintenant peut-être plus les bleus, parce que je trouve que les bleus fonctionnent bien avec les verts. Et je sature, allez, un petit peu plus. Voilà, je suis à 17 points. Je vais reculer légèrement cette proposition. Je la déplace côte à côte. Ce n'est pas flagrant, mais je trouve qu'il y a une certaine différence entre les teintes. Le design, il est plus clair, il est plus vivant, il est plus dynamique. Là où j'ai utilisé les saturations vers les bleus, et les rouges, je les trouve un peu ternes pour cette proposition. De même, on peut saturer les gris, ce qui est intéressant aussi. Les gris, on va les saturer de façon un peu moins poussée, mais ça fonctionne aussi bien. Donc voilà, de cette façon, vous pouvez ajuster légèrement vos gris pour ajouter une touche de couleur plus agréable à l'œil. Et mon conseil, testez toujours vos palettes en niveau de gris pour comprendre si tous les contrastes, les polices, les fonds, les couleurs se mélangent bien et sont toujours lisibles. Allons plus loin, j'ajuste légèrement ma petite fenêtre. Voilà. Donc, parlons des mood boards, un outil aussi très agréable à travailler. J'aime beaucoup créer des mood boards. Donc, on peut dire que c'est une recherche visuelle et émotionnelle, oui. C'est un outil indispensable dans l'avancement d'un projet créatif, en tout cas. Ça nous aide à récolter toutes les informations, toutes les idées, tout ce que vous trouvez, vous pouvez y mettre. Et surtout, ça pose une direction artistique de votre projet et permet aussi de valider avec tous les intervenants du projet pour s'ajuster, pour se dire, OK, c'est bien dans cette direction que nous aimerions y aller. Je vous ai préparé quelques exemples. Là, je suis partie sur les teintes assez joyeuses. Donc, n'hésitez pas de chercher vos inspirations dans les peintures, dans les couleurs, dans les textures, pardon, dans les formes, images, la typographie. En tout cas, ce sont des sources d'inspiration assez importantes. Personnellement, j'aime bien créer des moodboards réels. Je n'ai pas de photos pour ce genre pour vous montrer éventuellement un exemple, mais c'est très inspirant quand on travaille, par exemple, pour une marque un produit. Et il est important à comprendre comment le produit est conçu pour palper un petit peu la matière et comprendre la sensibilité de produit. Je trouve que ça apporte une autre dimension et ensuite, ça nous permet de mieux retranscrire les couleurs et les matières sur une planche web. Une deuxième proposition tirée de la nature. Donc là, on a une palette assez variée et je l'ai laissée, peut-être elle n'est pas parfaite, mais elle est intéressante de ce point de vue où le bleu, regardez, et le rouge, en désaturant des couleurs, on s'aperçoit que ces deux teintes sont assez proches.
Ça, voilà, c'est une chose à tester encore une fois et à ajuster éventuellement ou éviter une couleur aussi dans la discussion avec votre client, c'est important. Donc, à la fois, encore une fois, on le reteste en niveau de gris pour se rassurer que toutes les images et toutes les matières, la palette fonctionne bien. Pour aller plus loin, donc la communication visuelle traduit la couleur en message. On arrive à l'essentiel. Donc, si je devais résumer, une bonne communication visuelle, ce n'est pas de l'esthétique d'abord, c'est la clarté. La couleur n'est pas un choix décoratif, encore une fois, c'est un langage. Et comme tout langage, il doit être organisé. Une palette cohérente. Une palette cohérente pour poser le ton. Une hiérarchie chromatique pour mener peut-être le discours et un contraste maîtrisé peut orienter le regard. Quand le contraste est bien utilisé, l'image devient lisible avant même être comprise. Donc, en conclusion, je dirais que la couleur est à la fois une émotion, une stratégie, un langage culturel, une palette assure l'harmonie, le mood board donne la direction aussi, le design, c'est ce qu'on ressent à la fin. Donc, ce que je disais, la cohérence crée l'identité, la hiérarchie donne le sens et le contraste guide la pensée. Des choses assez importantes. Et la petite phrase qui peut conclure cette présentation, donc oui, la couleur rend l'émotion visible. Voilà. Je vous ai marqué à la fin quelques outils que j'ai proposés. Je pense qu'on pourra les... C'est très bien, ça fait partie des questions hein, qui ont été posées. Donc, oui. on peut les laisser un tout petit peu. Okay. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Donc, vous l'avez compris, hein, on a parlé de palette, on a parlé de mood boards, et tout ça, c'est des éléments en fait clés en termes de communication qui vont renforcer le message, votre message que vous allez souvent mettre du temps à concevoir, en imaginant à quelle audience on s'adresse, etc. Mais les couleurs, c'est pas juste ce code couleur, ça vient vraiment mobiliser les émotions, comme l'expliquait Agnès. Et je pense que c'était assez intéressant de voir ce que tu nous as dit, puis aussi certains des outils, et puis des exemples et des présentations. Alors, si vous en êtes d'accord, on va passer à la petite page de publicité. Et je vais tout simplement partager avec vous l'offre spéciale qui est proposée par notre partenaire revendeur. Donc, notre partenaire, il s'appelle Digit Photo. Et Digit Photo me propose notamment des écrans. Et un des sujets, si vous voulez, pour pouvoir travailler sur la précision des couleurs, on ne le fait pas avec un écran merdique. Les écrans aujourd'hui qui sont proposés peuvent être très souvent très orientés, par exemple, sur le jeu vidéo, avec des taux de rafraîchissement très importants. Alors, c'est bien pour le gaming. Pour le graphisme, Agnès, on ne va pas choisir les mêmes choses. Oui, je confirme. Tout à fait. Donc, la vitesse d'affichage n'est pas aussi importante que ça. Pour nous, qu'on soit graphiste, photographe, pas vraiment, c'est pas notre critère numéro 1. Par contre, il y a des petites choses. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Sur les écrans, tu veux dire ? Oui.
Qu'est-ce qui va te faire dire que tel écran est adapté à ton travail dans le domaine du design graphique? Dans le design graphique, donc déjà, la définition d'écran, la qualité de l'écran, les couleurs qui sont homogènes, qui sont bien réparties sur tout l'écran, surtout, luminosité, la le rendu de la finition de l'écran qui aussi nous aide à travailler de façon apaisée, je veux dire, parce que parfois on reste sur l'écran assez longtemps, donc on a besoin d'avoir un écran équilibré, et pour ça, ce qui nous aide, c'est aussi le calibrage dont je n'ai pas encore parlé, mais peut-être il y a eu des questions concernant le calibrage, donc je ne vais pas m'aventurer sur le sujet. Qu'est-ce qui me... Voilà, il y a plein de petits détails, mais en tout cas, notre technologie actuelle nous permet d'avoir des écrans de bonne qualité, et techniquement, je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous conseiller ce qu'il faudrait choisir, mais... Non, mais quand tu parles de qualité, par exemple, on se rend compte que beaucoup d'écrans bon marché, les moins chers, ont des dalles brillantes. Quel est ton avis dessus? Ah non, oui, ça il faut, je pense, pour notre propre confort et pour le respect de nos yeux, il faut éviter ce genre de... si on peut, en tout cas, s'accompagner de 2 écrans. Moi, je travaille sur un écran qui est assez brillant, mais je travaille à côté avec un écran qui est semi-mat et qui me permet de justement travailler parfois longtemps, pour ne pas abîmer les yeux, ne pas se fatiguer en tout cas. Oui, alors ça c'est un point important. Une dalle avec une finition mate, qu'on peut Oui, appeler semi-mate, légèrement perlée en fait, va permettre, parce que en fait l'écran brillant récupère tous les reflets et vous les renvoie dans l'œil en fait. Il peut y avoir des lumières autour de vous, et tout ça, ça va venir participer à ce qu'on appelle la fatigue oculaire. Alors qu'une dalle mate va réduire les effets de reflet et du coup réduire la fatigue oculaire. Si en plus de ça, votre écran il est bien calibré, il faut savoir qu'un écran correctement calibré, donc avec une sonde, va produire moins de lumière. Ben, cette lumière, elle ne va pas atterrir dans votre œil. Et puis, va produire aussi beaucoup moins de lumière bleue, parce que la majorité des écrans très grand public sont livrés volontairement avec trop de bleu. Pourquoi? Parce que ça rend les couleurs plus attirantes. C'est un effet d'appel, en fait. Et les fabricants d'écrans, lorsqu'ils livrent des écrans grand public, hein, j'insiste, je ne parle pas d'écran graphique pour monsieur tout le monde, eh bien, volontairement ajoutent trop de lumière, trop de bleu, parce que ça fait vendre des écrans. C'est 17% de vente en plus, c'est connu, ça s'appelle l'effet showroom. Mais quand on calibre l'écran, on va réduire en fait la quantité de bleu, on va réduire la lumière. Et ces deux éléments-là, plus le fait par exemple qu'on ait une dalle mate, eh bien, va réduire la fatigue oculaire. Or, sauf erreur de ma part, Agnès. Allô, allô? Alors Hervé, on ne t'entend plus, je crois. Il y a une petite coupure. Je ne sais pas si moi je suis en ligne, c'est ça le problème. Mais en tout cas, oui, le calibrage, il est, peut-être Hervé va revenir dans quelques instants. Donc, je vais continuer son idée de calibrage. Je peux ajouter que c'est aussi un facteur très écologique parce que... Allô? Ah, Hervé s'est déconnecté. Peut-être il va revenir. Donc, c'est très écologique parce qu'en diminuant les couleurs, l'intensité de luminosité de cette couleur bleue, en tout cas, on rend l'écran, on usera moins les composants et de ce fait, notre écran, on l'utilisera plus longtemps probablement. En tout cas,
c'est un point à retenir. Je suis toute seule, toujours toute seule. J'ai un petit message. D'accord. Hervé me dit qu'il y a une coupure d'écran, donc je vais poursuivre le webinaire toute seule. Je lui demande... d'accord. Donc malheureusement, je n'ai pas l'accès au questionnaire. Il me dit qu'il revient. Donc là, c'est public. J'essaye de voir un petit peu ce qui se passe en termes de questions. Donc, je voudrais voir si on peut calibrer l'écran, si on devrait calibrer l'écran. OK. Les aléas du... C'est gentil. En tout cas, là, vous allez pouvoir revoir cette présentation et avoir tous les détails dont je vous ai parlé. Quelqu'un dit « Tous les écrans sont trop lumineux », ce qui nous plante quand on veut faire une impression. 20% pour ne pas me faire piéger. Et puis, cela repose les yeux. Exactement. Donc non, oui, il faut vraiment calibrer les écrans, ça c'est sûr. Olivier, tu ne parles pas de calibrage, mais en tout cas, pour éviter ce trop lumineux dont on parlait avec Hervé, c'est une solution. Ah, voilà, Hervé, il est de retour. Est-ce qu'on t'entend bien, Hervé? Quelle couleur de fond en studio pour reproduction objet sculpture? Allô? Lambert. Donc oui, Hervé, il a vraiment un petit souci. Voilà. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Moi, je t'entends. Alors, j'ai subi une attaque russe et j'ai eu carrément une coupure de courant. Et du coup, bah, forcément, ça a fait sauter le Wi-Fi. Donc, moi, mais voilà. Donc, je viens de vous retrouver. Désolé pour ce contretemps. Merci, Jean-Claude. On avait pas mal de questions sur le fait que pour beaucoup de personnes, c'était intéressant de revoir. Tu avais une page sur les 3 piliers de la couleur. Est-ce que tu veux bien revenir dessus? 3 piliers sur les couleurs. Je crois que c'était vers la fin de cette présentation. 3 piliers sur les couleurs. Ouais, palette. Alors, la palette solide. Cool. C'était ça la question? Peut-être, je ne sais pas. Je vais revérifier. Couleur dominante, secondaire, accent neutre. Oui, ça c'est bien. Alors, encore une fois, désolé pour ce coup
coup, alors, plusieurs d'entre vous ont cité le site de Arnaud Frisch. Alors là, je suis à Clermont-Ferrand là aujourd'hui, donc je suis voisin d'Arnaud. Ah, il y a toujours un petit bug de avant la dernière. Michel. Alors, est-ce que je suis toujours là? Vous me voyez encore? Là, je suis dans le noir complet. Trois piliers pour traduire. Je crois que c'est ça. Très bien. Pardon. Est-ce que de ça que vous parlez? La cohérence crée l'identité, hiérarchie donne le sens. On te voit dans le noir. Oui, on voit Hervé dans le noir. Oh, j'en peux plus là. Non, j'ai eu une deuxième coupure. Alors, je vais essayer de me mettre dans un mode. Yes, super Loïc, merci. Je crois que je t'ai compris. Chi dans le sens. C'est vrai, ce sont trois choses auxquelles il faut penser. Et je pense que quand on comprend l'utilité de chaque outil dont je vous ai parlé, ça nous aide grandement à se dire que toutes ces étapes sont importantes dans notre travail et il faut les prendre en sérieux et aller jusqu'au bout de nos recherches et surtout ne pas se décourager avec le client en face. Parce que parfois, les clients ont des réponses ou des questions ou des retours assez bizarres et pas constructifs pour nous, à nos yeux. Mais voilà, moi, je vous invite que voilà, si un client qui a des... je déborde un petit peu sur le sujet, mais voilà, ça me laisse penser à des situations où le client dit « Oui, mais ton mood board, moi, je ne le comprends pas vraiment, pourquoi tu as utilisé telle et telle couleur ?» On rentre dans la discussion et soyez attentifs à ces moments-là parce que c'est ça la source et le moment où vous pouvez avoir d'autres ressources qui seront beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus justes par rapport à le sujet. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui ne savent pas vraiment dire, ne savent pas eux-mêmes de quoi ils ont besoin et quel est leur réel besoin, en tout cas pour leur projet. Et questionner, échanger, c'est là le chemin. Parfois, elle est un peu longue, mais ça vaut toujours le coup, je dirais. Ben, je suis de nouveau avec vous. Cette fois-ci, je basculais. Tant pis, peut-être que la bande passante n'est pas parfaite, mais là maintenant, je suis autonome. C'est-à-dire même si j'ai plus de lumière, je pourrais continuer à parler avec vous. Je suis branché carrément en partage avec mon téléphone. Vrai souci d'électricité, je sais pas. Alors c'est vrai qu'on est descendu, je pense à 0 degré. Mais enfin bon, il n'y a pas de quoi non plus. C'est pas la fin du monde. Un petit peu bizarre. Alors, on avait parlé de l'importance des écrans. On a parlé du calibrage. Ben, le calibrage va nous permettre de simuler à l'écran de manière précise les couleurs, justement, sur lesquelles on veut travailler. Donc oui, un écran fiable, ben, c'est primordial. Oui, le calibrer une fois par mois, c'est plutôt une bonne idée. Ouais. François, Mathieu demandait à quelle fréquence. Ben voilà, donc les tireurs d'élite recalibrent tous les matins du déjeuner. Oui, tout à fait, ça c'est Jean-Pierre qui nous dit ça. Pour le commun des mortels, une fois par mois, c'est pas mal. Puis si on rate un mois, c'est pas la fin du monde. Les écrans, en fait, sont assez sensibles aux gros changements de température et aux gros changements d'humidité. Donc très souvent, on se rend compte qu'il y a un écart entre le calibrage, avant le calibrage et après le calibrage.
Quand ça? Ben, au mois d'août, après qu'on soit rentré de vacances et qu'on ait peut-être coupé le chauffage. Toutes ces situations-là vont faire qu'on n'a pas exactement une régularité dans les couleurs. Et n'oubliez pas que dans certains cas, vous allez travailler sur un projet qui peut se dérouler sur des mois ou des années. Et si votre écran il est régulièrement calibré, eh bien, vous aurez une pérennité du choix des couleurs. Alors que si vous ne calibrez pas, ben, vous avez toujours la possibilité d'avoir une dérive entre un moment où vous avez démarré un projet et puis quand vous le reprenez plusieurs mois après. La sonde intégrée, ben, ça peut être une solution. Moi, j'ai tendance à penser, hein, puisque Ludovic en parle, que c'est plus intéressant d'avoir une sonde qu'on peut connecter sur un écran ou un autre. Et Agnès, tu me disais tout à l'heure, et je trouve que c'est intéressant de le partager, Oui. une solution maligne, c'est d'imaginer d'investir dans un écran correct, mais en travaillant en double écran. C'est-à-dire qu'on va garder notre ordinateur portable. Oui. Le portable, on est d'accord, souvent il va avoir une dalle brillante. La palette de couleurs n'est pas aussi précise qu'un écran graphique, mais je peux l'emmener partout avec moi. Et donc je vais brancher mon écran portable sur un deuxième écran graphique. Et ça, c'est finalement une configuration qui est très bonne pour beaucoup de professionnels. Qu'on soit graphiste, qu'on soit photographe, ça peut être une bonne solution. Alors, vous l'avez peut-être vu sur le site de Graphic Réseau, les offres sur les écrans BenQ. Donc, il y a deux gammes. Comprendre que la gamme Pro Design, elle vise plutôt l'espace sRGB et un petit peu au-dessus. Et donc, on a par exemple l'écran que tu utilises. Si je dis pas de bêtises, il est à 437,90 €. Voilà. Il y a une version, et ça c'est la version 4K, celle que nous a, enfin celle qu'a pu tester Agnès. La version 2K, c'est le Pro Design 2706QN, il est à 379 €. Donc on est sur des écrans quand même qui sont graphiques, avec une dalle mat, une technologie IPS qui tiennent la route. Et si vous avez un peu plus de budget, moi je vous invite à regarder aussi la gamme SW, qui sont les écrans dédiés pour les photographes et qui visent à ce moment-là un espace colorimétrique un peu plus grand, qui s'appelle l'Adobe RVB 98, qui est couvert typiquement sur les écrans SW à 98%. Alors les budgets sont un petit peu plus importants, mais il y a des solutions. Par exemple, vous passez sur un 24 pouces SW 242, eh bien vous pouvez avoir un écran à moins de 500 € qui est un écran graphique qui vous permet de faire de la retouche photo professionnelle. Simplement, il est un peu plus petit, c'est un 24 pouces. Alors que celui que tu as, Agnès, ce soir, eh ben, pour un budget un tout petit peu plus bas, c'est un 27 pouces. Donc le 27 pouces, en fait, il est un peu plus large et il respecte bien la vision humaine. On est plus à regarder à droite, à gauche qu'en haut, en bas. Et ça peut être une bonne solution. Bien sûr, si vous voulez un écran et graphique et 4K et qui couvre Adobe RVB 98, ben on va être un petit peu plus que 1000 €. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Les écrans 27 pouces d'Apple. Donc là, on a des écrans qui parfois visent des résolutions de type 5K plutôt que 4K. C'est intéressant, Catherine, que vous posiez cette question, puisque si vous regardez là sur l'offre et le lien que j'ai envoyé sur Graphic Réseau, mais que je vous renverrai dans l'email suite à ce webinaire dans lequel il y aura le lien vers plus d'informations sur Agnès, le lien vers les offres de Digit Photo, mais aussi le lien vers plus de contenu qu'on a fait dans d'autres webinaires. On aura, vous aurez la possibilité d'aller voir le 27 pouces 5K de BenQ. C'est-à-dire il est autour de 1000, alors je vais vous dire ça. Il est à voilà, 1199 €. Donc ça paraît beaucoup, mais c'est un écran 5K qui couvre 98% de l'espace colorimétrique P3. Alors c'est plus pour la vidéo, le P3. Et bien sûr, il est beaucoup moins cher que l'écran 5K d'Apple, qui est un très bon écran, mais on paye un petit peu la marque quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Vous voulez que je vous remette le lien pour Digit? Allez, c'est parti. Je peux le réanimer. Là. Donc là, normalement, vous devriez l'avoir.
Les écrans OLED sont-ils bien adaptés aux graphistes et aux photographes? Bonne question. Bonne question. Qui a déjà fait je joue avec des écrans OLED et qu'est-ce que vous en pensez? Agnès, tu as déjà essayé, toi, des écrans OLED? Non, je n'ai jamais eu l'occasion de travailler dessus. Moi, je suis assez fidèle à... Alors, c'est des technologies qui sont intéressantes. Souvent, les écrans OLED, ils ont une très bonne profondeur du point noir. Ils peuvent aller très haut dans la luminance, donc un blanc qui peut être assez impressionnant. Du coup, c'est important de bien les calibrer, si je ne dis pas de bêtises. Mais ils ont un très bon ratio de contraste. Ils sont récents et moi, j'ai pas encore tous les retours. Alors, pour les questions sur les sondes, moi, je recommande la marque Calibrite et dedans, il y a plusieurs offres. Il y a la version Calibrite entrée de gamme qui est à moins de 120 euros, si je ne dis pas de bêtises, et qui est très bien pour un écran qui va atteindre jusque le sRGB, donc comme l'écran BenQ Pro Design qu'on vous a montré, qui va être bien pour les ordinateurs portables, mais qui a des limites. Et puis après, vous avez la version HL qui va être plutôt au-dessus de 200 euros et qui va permettre de calibrer tous les types d'écrans, y compris pour les professionnels de la photo et du cinéma. Voilà. Donc c'est une des marques. Il y a deux marques. Hein. Il y a Calibrite, c'est celle qu'on vous recommande, qui est très bien distribuée en France et qui est disponible sur le site de Digit aussi. Et puis il y a le concurrent qui s'appelle Datacolor, qui a des solutions intéressantes aussi. J'aurais tendance à dire qu'il y a un petit plus techno avec Calibrite et de bonnes compatibilités avec les écrans, que ce soit des écrans BenQ ou d'autres marques. Il n'y a pas bien sûr que cette marque-là. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Pour les PC portables, mais aussi pour les ordinateurs fixes. Oui, tout à fait. Est-ce que... Alors, pour le OLED, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait joujou avec, apparemment. Parfait. Je crois qu'on a couvert la majorité de vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Désolé encore une fois pour le petit souci de coupure de courant que je n'avais pas tout à fait prévu. C'était pas inclus dans le... Ce n'est pas grave, ça n'a pas duré très longtemps. Bon, merci. À bientôt pour un prochain webinaire. Et puis, comme je fais toujours, Agnès, on te laisse le mot pour la fin. Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée. Et Agnès, un petit mot pour la fin, si tu es d'accord. Un petit mot pour la fin. Merci Hervé. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence. Vos questions qui n'étaient pas très compliquées à répondre en tout cas. Hervé, il était là techniquement pour m'appuyer. Moi, ce que je voudrais vous dire à la fin, n'hésitez pas de vous aventurer dans les couleurs. Au départ, ça paraît peut-être un peu difficile et puis on n'ose pas et on a peur avec tous ces outils de faire des erreurs. Mais essayez de vous suivre, hein, de suivre votre instinct et ensuite tester, regarder les réactions, tester dans plusieurs environnements, en tout cas, vos propositions. Et puis voilà, il faut continuer, il faut se challenger. Et j'espère que quelques notions que je vous ai pu apporter étaient constructives pour vous et appréciables. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir. Merci. Au revoir à tous et à toutes, bien entendu.